La littérature n'est pas que fiction, elle n'est pas que partage d'émotions. Il y a plusieurs genres en littérature comme l'essai, et d'ailleurs, nous avons reçu ici, sur ce plateau, un essayiste. Aujourd'hui, c'est un autre genre que nous allons aborder, un genre en particulier, un genre qui vise à raconter la vie de quelqu'un, ses hauts faits, son parcours. Et l'auteur que nous recevons aujourd'hui, Sherman Barthélemy Gogognon, est biographe. Il a réalisé la première biographie de Baïs Pinto. Baïs Pinto, l'intemporel. C'est maintenant dans le décryptage. Sherman Barthélemy Gogognon, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Entre les lignes. Je suis pleinement heureux d'être sur le plateau. Et le plaisir est partagé, croyez-nous. Et totalement à vous d'ailleurs. On est très heureux de voir que quelqu'un s'intéresse à la vie des artistes, en particulier à Baïs Pinto. Mais déjà, avant de parler du choix de Baïs Pinto, pourquoi Baïs Pinto? Pourquoi Sherman Barthélemy Gogognon? C'est votre prénom ou c'est un pseudonyme? D'accord, déjà, chairman en anglais, ça veut dire président, ça veut dire le head. Donc, je suis le président du conseil d'administration de la Fondation Lévis Inter, une institution non gouvernementale plongée dans la lutte contre les hépatites virales. Vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce que je parle des hépatites virales par rapport à cette œuvre également. Oui, déjà, je pense que dans la préface, dans les premières pages de votre biographie, vous dites que Baïs Pinto est le parrain de votre association. Pourquoi Baïs Pinto? Déjà, je pars d'un constat, d'une observation. Déjà, en tant qu'acteur de la société civile, généralement, on rend hommage aux personnes lorsqu'elles sont passées de vie à trépas. Ça veut dire quoi? Dans la société, c'est quand la personne est décédée, quand elle est morte, qu'on lui rend des hommages, j'allais dire de façon pompeuse. Et moi, en tant qu'intellectuel ivoirien, en tant qu'homme de culture, en tant que littéraire, j'ai trouvé que ce n'était pas bon de le faire comme ça. Parce que ces hommages-là sont des hommages dits des hommages à titre posthume. Donc la personne, quoi qu'elle était importante dans la société, elle ne voit plus les hommages qu'on lui rend. Alors, aux antipodes de cet hommage à titre posthume, c'est l'hommage à titre anthume, c'est-à-dire l'hommage rendu à la personne, à la personnalité, lorsqu'elle est encore en vie. Baïs Pinto, il a 11 ans d'âge, il a 50 ans de carrière musicale. J'ai estimé que c'était le moment de lui rendre ce bel hommage, surtout que nous sommes, on va dire, dans l'année de son 50e de carrière musicale. Donc c'est un choix qui a été fait à partir d'un constat sur le terrain. Oui, certainement, après Baïs Pinto, qui a 50 ans de carrière musicale. Nom d'artiste en Côte d'Ivoire, ça ne dit pas pourquoi Baïs Pinto en particulier. On comprend bien, hein? Oui, non, on veut savoir pourquoi lui en particulier. Oui, ce que je vais dire, déjà, quand on prend actuellement, on va dire, l'échiquier du monde musical, c'est lui qui a 50 ans de carrière musicale. Certainement, d'autres qui ont actuellement 30 ans, 40 ans, 45 ans, viendront lui emboîter le pas. Mais c'est un appel à dire à tous les intellectuels de Côte d'Ivoire à écrire de façon littéraire sur nos artistes. C'est vrai qu'ils ont déjà des écrits, on va dire journalistiques, de presse, etc., etc. Mais la plume littéraire, elle manque encore en Côte d'Ivoire. Donc, je suis un peu quelqu'un qui veut initier quelque chose, de sorte que les jeunes gens puissent m'emboîter le pas, qu'on puisse écrire effectivement sur Alpha Blondy, qu'on puisse écrire sur Mewé, qu'on puisse écrire sur Luxon Pado, qu'on puisse écrire sur ceux qui sont encore vivants, Aïcha Koné et j'en passe. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas écrire sur ceux qui sont déjà décédés, mais je dis, ma philosophie, c'est la philosophie du Oblé Cagnon. Oblé Cagnon, c'est la philosophie des hommages à titre anthume, de sorte que le Oblé Cagnon, c'est embêté, puisque Baïs Pinto est bêté, donc c'est une thèse que je développe. Je suis intellectuel, et dans le monde universitaire, il faut inventer. Donc j'ai inventé le Oblé Cagnon. Nulle part ça n'existe en tant qu'intellectuel. Donc bien sûr. Rassurez-vous, il y a eu déjà une biographie sur Mewé, il y en a eu une sur Doug Saga, mais c'était à titre posthume. Il y en a eu également sur Ernesto Djedje, on pourra en reparler. On revient sur le titre, Baïs Pinto. L'intemporel. Pourquoi est-ce que Baïs Pinto est vraiment intemporel? D'accord, déjà, quand on parcourt d'entame de jeu de cette œuvre, je fais la distinction nette entre l'homme Galé Baïs Sylvestre, donc le mortel qui vit dans le temps et dans l'espace, qui passera un jour comme nous, parce que subit le temps et l'espace. Donc Galé Baïs Sylvestre, donc l'être humain comme nous, qui est différent
de l'artiste Baïs Pinto, qui est donc le créateur, qui est donc l'homme des œuvres immortelles, intemporelles. La preuve, aujourd'hui, il a 50 ans de carrière musicale, mais quand on prend une sonorité comme Anoumé, que les gens disent très souvent Monouo, mais le titre c'est Anoumé. Des enfants même de 2 ans l'interprètent encore. Je dis bien de 2 ans l'interprètent encore. Aujourd'hui, il n'y a aucune cérémonie à Abidjan, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, sans un karaoké de Taxi Sougnon, de Poignon. Partout, les gens fredonnent cela. C'est ça le caractère de l'intemporalité. Vous dites qu'il y a 2 moments clés dans la carrière de Baïs Pinto. Le premier moment, c'est ce fameux duel entre François Louga et Baïs Pinto à l'Hôtel Ivoire en 83, je pense bien. Bien sûr. Vous pouvez le raconter, ce moment-là. Comment est-ce que cela a été vécu par les mélomanes de l'époque? D'accord, déjà, selon les recherches faites, hein, parce qu'on parle de 1983, donc ce n'est pas avant-hier, nous étions tout gamins, tout jeunes. Donc, selon les recherches faites déjà, c'était une initiative du ministère de l'Information en son temps, dirigée par le ministre Amadou Thiam, donc le père de tous les Thiam qu'on connaît aujourd'hui, et donc extraordinaire ministre du feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation. Et comme la musique ivoirienne en son temps était influencée par des musiques venues d'ailleurs, donc on va dire le Aïl afghanien, les musiques congolaises, etc. etc. Donc Houphouët-Boigny voulait positionner la musique ivoirienne. Houphouët-Boigny voulait que toute l'Afrique soit braquée sur la Côte d'Ivoire musicalement parlant. Donc il regardait parmi les artistes du moment et créait des sortes, on va dire, d'événements en termes de musique. Donc il a instruit le ministre de l'Information pour organiser un événement à caractère, j'allais dire, au-delà de la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça déjà que l'idée du concert, on va dire du duel Baïs Pinto, François Louga, qui en réalité n'était pas un duel, qui était un duo. Donc en son temps, le DG de la RTI, Ben Soumarou, actionnaire, organise tout cela et puis crée ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le buzz. Le buzz. Un buzz avant l'heure. Oui, mais bien sûr. Avant un buzz avant les réseaux sociaux. Mais bien avant les réseaux sociaux. Comment vous, mélomanes, avez vécu ce duel? Mais bien sûr, parce que toute la ville en parlait. Partout s'en parlait. Donc d'un côté, ça a créé les supporters, les fans de François Louga, le conquistador, qui, lui, était déjà sur la place. Et puis, Baïs Pinto, qui rentrait de l'Europe fraîchement, qui n'était pas encore trop bien connu. C'est vrai que déjà, il avait après son 19, 80, 81, mais François Louga était déjà le dinosaure en ce moment. Donc les gens créent et cette saine émulation, mais sous relan, on va dire, de concurrence qui ne dit pas son nom. Donc d'un côté... Pour vous, qui a remporté ce duel? Pour vous, que j'imagine très fan de Baïs Pinto. Ben, pour moi, en toute honnêteté, c'est la musique ivoirienne qui l'a remporté. Puisque plus tard, François Louga le dira, avant lui-même, le ministre de l'Information, Amadou Thiam, le dira que c'est la musique ivoirienne qui l'a remporté. Parce qu'en réalité, ce n'était pas un duel. C'est un duel, ça a coûté tirer. Alors que c'était un duo. Parce que Baïs Pinto, François Louga, ils avaient pratiquement le même tempo. Et d'ailleurs, François Louga l'a dit. Il a dit que c'est vrai, Baïs Pinto, c'est son jeune frère, mais il a été inspiré, tout comme Baïs Pinto a été inspiré par François Louga aussi. Il dit quand Baïs Pinto a sorti Taxi Sougnon dans un tempo langoureux, ça l'a inspiré quelque part. Baïs Pinto dit également que Louga François fait partie de ceux qui l'inspirent de façon musicale. Donc comprenez que ce n'était pas un duel en tant que tel, mais c'était un duo de 2 icônes venant de la même école. Donc pas un duel, plutôt un duo. Un duo pour faire vaincre, triompher la musique ivoirienne. Oui, très bien. On va poursuivre cet échange, mais il y a quelqu'un d'autre qui va nous rejoindre maintenant, qui a lu votre livre et qui aimerait vous poser 1 ou 2 questions. D'accord. L'instant lecteur. Pour parler du livre de Chairman Barthélémy Gogonian, Baïs Pinto, l'intemporel, nous recevons un jeune étudiant en informatique, un bon lecteur également. Yoel Tapé, bienvenue. Merci à vous, monsieur Serge Agnessan. C'est toujours un plaisir de recevoir un lecteur, encore plus un jeune lecteur comme vous, qui nous rejoignait ici pour parler d'un livre, d'une biographie que vous avez lue. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, je pense que c'est une œuvre très enrichissante, surtout pour des amoureux de la lecture comme moi. Amoureux de la musique également, hein? Donc oui, lecture, exactement. musique. Oui. Alors, Oui, Chairman Barthélémy Gogonian est là et il est prêt à répondre à votre question. Ok, ma question est de savoir qu'est-ce que la musique de Baïs Pinto peut apporter à la musique des jeunes aujourd'hui? La musique de Baïs Pinto, c'est plusieurs thématiques. L'amour. Taxi Sougnon, c'est l'amour qui met en exergue. Taxi Sougnon,
Il y a même une abeille, ça veut dire quoi? Il dit au chauffeur de taxi, conduis-moi chez ma dulcinée, j'ai l'envie de la voir. Je suis fortement amoureux d'elle. Si soit tu ne m'y amènes, je ne vais pas dormir. Donc c'est l'explosion de l'amour. D'accord? Donc c'est vrai que c'est chanté en BT, mais du point de vue de la musicalité, la profondeur, l'expression de ce qui ressort pour les jeunes gens d'aujourd'hui, que je l'imagine sont amoureux, je pense qu'ils devraient pouvoir écouter le Taxi Sougnon. Quand tu prends un morceau comme Anoumé, que tous les jeunes aiment, lequel morceau est d'ailleurs repris par bon nombre de jeunes. Lady Shine, elle a repris cela. Elle a repris cela. José a repris cela. Exactement. Plusieurs jeunes ont repris cela. Parce que la tonalité, la musicalité, la profondeur du thème, Anoumé, c'est également l'amour. Il dit, que t'ai-je fait et tu es contre moi. Pourquoi es-tu contre moi? Que t'ai-je fait? Alors que je ne prononce que l'amour. Je ne propose que l'amour. Je ne défends que l'amour entre les humains. Que t'ai-je fait et tu penses que tu es mon ennemi? Non, tu n'es pas mon ennemi parce que je t'aime profondément. Anoumé, comprenez-moi. Donc oui, la thématique, l'amour, est importante pour les jeunes parce que je rien ne peut se faire sans amour. Quand je parle d'amour, il y a beaucoup de sortes d'amour. L'amour entre d'abord être humain, très important. Parce qu'aujourd'hui, plein de jeunes manquent beaucoup d'amour et la violence a pris le dessus. Donc en écoutant du Baez Pinto, ça peut quelque part éduquer les jeunes. Ça peut amener les jeunes à transcender leur ego pour aller dans le domaine de l'amour. Et quand on s'inspire de la thématique de Baez Pinto, on peut l'adapter à la musicalité des jeunes gens que vous êtes. Donc on se rend compte ça que peut du rap, Baez Pinto, ça peut du slam, on peut l'adapter à tout. On sent beaucoup de passion, on se rend compte que Baez Pinto a beaucoup apporté à la jeunesse. J'imagine que Yoel Tapé est satisfait par ses réponses. Satisfait. Et peut-être qu'il va faire de la musique ou écrire un livre à la Baez Pinto. Ou même sur un rappeur ivoirien, hein. Un jeune rappeur, on imagine que c'est peut-être le genre préféré. Dans l'avenir. Très bien, dans l'avenir. Merci bien. Alors, vous restez avec nous parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question à poser. Okay. Celui-là, c'est la question selfie. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis Fébélas, étudiante en 3e année de gestion commerce à l'INPHP. Après la lecture de l'œuvre de M. Barthélémy Gogonian, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous décrivez les musiciens ivoiriens des années 80 comme étant une armée musicale. Merci. Alors, les musiciens ivoiriens en son temps, on peut les qualifier de nouvelle armée musicale de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire était un peu acculturée sur le plan musical. Donc, quand leur génération arrive avec leur général en tête, François Louga, on les appelle les Parisiens, ils étaient gonflés à bloc pour récupérer, pour faire rebondir la Côte d'Ivoire par rapport à l'attaque qu'elle subissait sur le plan musical. On parle du highlife, de la musique congolaise. Donc, ils sont arrivés, on les appelait les Parisiens pour riposter. Donc, le général était François Louga, les Baez Pinto. Après, ils sont venus. Il fallait donc riposter pour replacer la Côte d'Ivoire au niveau de l'Afrique. Donc, c'était une armée, mais une armée culturelle, une armée musicale. Et ils ont réussi cela. Puisque après cela, toute l'Afrique venait enregistrer en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez des grands orchestres dirigés par Bonkana Maïga, tout le monde était en Côte d'Ivoire, les grands musiciens congolais venaient enregistrer en Côte d'Ivoire. Voilà, donc ils ont plutôt reçu leur mission en tant qu'armée ivoirienne. Donc c'était plutôt une armée culturelle, artistique, musicale et conduite par le général François Louga. Et cela vient bien sûr d'un autre général, d'un autre fort, la musique ivoirienne, Djabostek, qui a écrit La Côte d'Ivoire musicale de 1960 à nos jours. Donc oui, c'était une armée ivoirienne, mais musicalement parlant. Donc Djabostek également, brillant connaisseur de l'histoire musicale ivoirienne que nous saluons au passage. On revient toujours avec cette notion de guerre musicale. À un moment, vous dites que l'identité musicale ivoirienne se cherchait. Oui, effectivement. C'est quoi l'identité musicale ivoirienne? Oui, effectivement, parce que déjà, en 1984, Baez Pinto va accorder une interview dans un journal Fraternité Matin, Idée, Ivoire Dimanche, et dans lequel le journal dira qu'il n'avait pas véritablement de musique ivoirienne. C'est vrai qu'il reconnaissait Feu Guimi Enceinte, Feu Enosso Guégué, qui avait déjà commencé une sorte de bribe de musique ivoirienne. Mais pour lui,
il n'y avait pas encore de musique ivoirienne. Il y avait la chanson ivoirienne. Et Baïs Pinto déjà ouvrait le débat pour dire qu'il fallait qu'il y ait une musique ivoirienne, de sorte que quand on soit dans les 4 coins du monde, quand on entend cette sonorité, qu'on dit que ça vient de la Côte d'Ivoire. 1984, naissance, aujourd'hui, ce qu'on peut appeler le Zouglou. Donc, la génération de Baïs Pinto a lancé plutôt la réflexion sur la musique ivoirienne. Quelques années plus tard, la musique ivoirienne est née effectivement avec le Zouglou, modernisé par les parents du campus, Billy Didier, exporté par Magic System, que je voudrais saluer. Aujourd'hui, on parle de musique ivoirienne. Donc Baïs Pinto ne faisait pas de musique ivoirienne. Il faisait de la chanson ivoirienne. Mais la musique ivoirienne était à l'étape embryonnaire. Donc lui, il a lancé cet appel de sorte que quand on attend cette sonorité à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, on dit ça, c'est la musique made in Côte d'Ivoire. Cela ne veut pas dire qu'eux ne faisaient pas la musique, mais elle était à l'étape embryonnaire. Mais il a lancé, on va cette réflexion. Parce qu'influencé par d'autres musiques. Voilà, cette réflexion qu'il a lancée aujourd'hui, il a tout à fait raison. On pourrait même dire que Baïs Pinto est le précurseur de la musique ivoirienne parce qu'aujourd'hui, avec le Zouglou, dans les 4 coins du monde, qu'on soit en Chine, qu'on soit aux États-Unis, partout, quand on entend cette sonorité, on dit ça, c'est la Côte d'Ivoire. Même le coupé décalé, c'est la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire que Baïs Pinto, il est en phase avec les jeunes gens. Aujourd'hui, il les salue. Et par humilité, il a lancé le débat de sa génération. Donc là, je me rends compte que c'est le fan qui parle. Ce sera un sujet à débat avec certainement les spectateurs, les lecteurs qui vont s'offrir ce livre, Baïs Pinto, l'intemporel. Nous aussi, on rend hommage à certaines personnes ici, des auteurs qui ont marqué l'histoire de la littérature ivoirienne, africaine, internationale, les grandes plumes. Frédéric Gramel, ancien journaliste et récemment professeur de l'École nationale supérieure d'Abidjan, est aujourd'hui chercheur à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Il y a 2 grands personnages au monde qui n'ont jamais écrit un mot, mais qui sont cependant les plus lus au monde, Jésus et Mahomet. C'est par cette pirouette que Félix Houphouët-Boigny renvoyait ceux qui le pressaient de se dévoiler à eux à travers des mémoires, et il leur rappelait la vaillance des disciplines qui avaient fait connaître jusqu'aux extrémités de la terre la magistère des 2 princes. Frédéric Gramel n'est pas connu pour être un disciple du premier président de la Côte d'Ivoire. Le regard qu'il pose sur Félix Houphouët-Boigny n'a pas d'autre motivation que la volonté d'extirper de son mystère une figure politique parmi les plus marquantes de son temps, hélas abandonnée à l'oubli ou au mépris, alors que la sonder est indispensable à l'heure où son héritage traverse quelques vicissitudes. Si vous n'avez jamais lu Frédéric Gramel, il est temps de changer les choses. Courez tout de suite dans la librairie la plus proche et offrez-vous le livre de votre choix. Chairman, oui. Frédéric Gramel, vous êtes biographe, il est biographe, j'imagine peut-être qu'il vous a influencé, vrai, faux? Oui, mais évidemment que oui, parce que en fait, le genre biographique est différent du genre de la fiction. Parce que dans la fiction, on est imaginatif, on peut dire tout ce qu'on veut, mais dans le genre biographique, c'est la réalité, c'est la vérité. Donc, Frédéric Gramel, je voudrais vraiment le saluer au passage, parce que quand tu écris sur la vie de quelqu'un, tu ne peux pas mentir entre griffes. Parce que même si la personne n'est plus, sa famille est là. On peut vérifier les écrits sur lui. Donc, on ne peut pas imaginer. Donc, c'est même beaucoup plus difficile d'être dans le genre biographique. Parce que c'est objectif, c'est scientifique. Il faut faire beaucoup de recherches. Avant de sortir une œuvre biographique, je vais dire, on ne se lève pas un matin pour dire, je sors l'œuvre, non, c'est toute une recherche. Voir dans la famille de la personne, comprendre un peu, c'est beaucoup de choses. Donc, oui, Gramel, je voudrais vraiment lui rendre ce grand hommage parce que ce genre nous a inspiré, ça nous inspire encore. Et puis, ce n'est pas tout le monde qui peut se donner à ce genre d'exercice quand même intellectuel. On finit par ça, hein, sur cette question. Bailly, l'intemporel qui n'a pas pu avoir de sponsorisation. Non, mais l'intemporalité, c'est par rapport à sa sonorité. Par rapport à sa musique. À sa musique, voilà. Ça dit que qu'il ait des sponsors ou pas, ça n'entache à rien la valeur, la qualité de sa musique. Maintenant, l'appréciation des sponsors, c'est du commerce, c'est du business.
Bailly ne vend plus. Ils se disent que, est-ce que... Bailly n'est plus vendable. Bailly, est-ce que... je pose la question au biographe, Bailly n'est plus vendable. Non, il est vendable parce que les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, il met ce qu'on appelle une carrière de prestige, justement. C'est qu'il est là, quand il y a des soirées privées, il prend son cachet et il vit tranquillement. Malheureusement, les gens ils confondent les choses. Quand tu n'es plus sur le feu des caméras, des projecteurs, on pense que tu es fini. Alors qu'il y a ce qu'on appelle la carrière de prestige. Aujourd'hui, en Europe, il y a des artistes plus âgés que Bass Pinto qui produisent encore. Tom Jones a fait sa dernière œuvre en 2001. Tom Jones, c'est l'un des mentors de Bass Pinto. Pourtant, il a produit une œuvre en 2001. Nous sommes en 2002. En 2001, il a produit une œuvre. Et il vit bien son art. Quand il organise un spectacle, les sponsors courent. Parce qu'eux, ils savent la valeur de l'artiste, justement. Donc en Côte d'Ivoire, on ne sait pas la valeur de Bailly. Non, non seulement en Côte d'Ivoire, mais en Afrique. Je veux dire que la dimension qu'il a actuellement, c'est vrai, mais pour moi, on aurait pu être au-delà de cette dimension. On pourra parler longtemps de Bailly Pinto, l'intemporel, de votre biographie. Ça a été un plaisir de vous recevoir. On espère vous recevoir peut-être pour le prochain livre, une biographie sur Louga François. Mais pourquoi pas? Mais seulement, je dis que j'écris sur les vivants. Seulement sur les vivants. Voilà. Donc sur Mewe, sur Aïcha Koné, Pélagie. Parce que je suis un fan, je suis un adepte du Oblé Canyon. La philosophie des hommages à titre anthume. Fidèles amis d'Entre les Lignes, ainsi prend fin notre parcours dans la vie de l'immense Bailly Pinto, l'intemporel. N'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine pour un autre livre, une autre aventure. En attendant, retenez-le, lire des livres. Si je savais que je naîtrais dans un monde pareil, j'aurais dit à papa de parler à maman pour qu'elle accepte de m'avorter. Hélas, je suis né. Si je savais que je naîtrais dans un monde où tout est colère, j'aurais fait ce qu'il faut. Si je savais que je naîtrais dans un monde où tout autour de moi, ce n'est que des ennemis, des personnes qui ne pensent qu'à t'infliger le mal, des personnes qui ne pensent qu'à te détruire, des personnes qui ne pensent qu'à te mettre le couteau sous la gorge, j'aurais fait ce qu'il faut. Hélas, je suis né et je fais avec. Le monde est beau pour toi, mais de là où tu te trouves, regarde en bas. Là, il y a des personnes qui dorment sous des immeubles, pendant que de l'autre côté, il y a des chambres qui sont vides. À quoi ça sert? Là-bas, tu te sens bien? Oui, ça va. Mais va dans les hôpitaux et tu verras des personnes qui n'ont besoin que d'un seul comprimé, mais n'ont pas les moyens de l'acheter. Ils dorment et leur âme reposera en paix un jour. À ces personnes, je dis que si j'avais su que le monde serait comme ça, j'aurais fait ce qu'il faut. Regarde autour de toi, toutes ces personnes qui t'envient, dis-toi, est-ce que ces personnes t'aiment vraiment? Toutes ces personnes qui te regardent, qui te sourient, t'es-tu demandé s'ils t'aiment vraiment? Non.